Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pareil que Mal to Dubai, plus authentique, pas de montage. Pour le coup, j'ai vraiment pris aucune note pour cette vidéo. Je sais de quoi je vais parler, mais je me suis dit que ça serait bien aussi que je me laisse guider, puis voir un petit peu où ça nous mène. On va parler globalement évidemment de trading, mais surtout de qu'est-ce que c'est concrètement la réalité de vivre uniquement du trading. Vous avez été beaucoup à regarder la vidéo Mal to Dubai où je parle un petit peu de mon histoire. Et je parlais notamment de quand je suis arrivé à Malte en tant que trader indépendant et du fait que c'est resté ma source de revenus unique pendant 6 mois. Et j'aimerais vous parler, alors c'est longtemps resté ma source de revenus principale, même encore aujourd'hui la plus grosse majorité des sous que je vais faire, même si ça s'équivaut un petit peu entre mes side business, ça va venir du trading. Et surtout ça m'apporte un confort que les autres business ne m'apportent absolument pas, un confort psychologique que les autres business ne peuvent pas m'apporter, autant dans la liberté que dans le fait que je pourrais toujours faire fructifier mon capital, dans le fait surtout que c'est ma seule source de revenus qui dépend aussi à 100% de moi. Et ça, c'est un confort indescriptible dans le sens où il n'y a pas un marché à proprement parler avec des clients auxquels vous devez vous adapter. Vous devez pas, vous voyez, si je prends l'exemple par exemple de mes side business, si on prend la vente des programmes par exemple, ça dépend aussi beaucoup des prestataires avec lesquels je vais travailler. Si on prend le business, même si c'est pas un business parce que ça me rapporte pas d'argent, mais si on prend le business de la création de content, ça dépend aussi des prestataires avec qui je vais travailler, des membres de mon équipe, de mes monteurs, de mes media makers, des mecs avec qui je vais travailler pour la création des contenus, de ceux qui vont m'écrire les scripts, etc. Même si en soi je fais quasiment tout moi-même actuellement vis-à-vis des scripts et de la valeur que je vais apporter. J'ai déjà travaillé avec certaines agences et dans la majorité des business dans lesquels vous pouvez travailler, vous dépendez toujours des tiers avec lesquels vous allez vous associer. Et dans tous les cas, même si au début vous pouvez être tout seul, si vous ne dépendez pas de vos clients, il y a forcément un moment, si vous voulez scale, où il va falloir déléguer et dépendre de plusieurs personnes. En trading, c'est pas du tout le cas. En trading, vous dépendez uniquement de vous et de vos propres connaissances, et ça, c'est un luxe qui est indescriptible par rapport aux autres business, savoir que dans tous les cas, vous n'avez pas besoin d'attendre vos clients, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des clients, vous n'avez pas besoin de trouver une audience, vous avez pas besoin de déléguer des tâches que vous ne pouvez pas faire parce que ça demande de l'expertise ou alors beaucoup de temps. En trading, vous faites tout vous-même et vous gagnez votre propre argent uniquement par vos connaissances, et ça, c'est un luxe absolu. Donc, dans la dernière vidéo, dans la vidéo Mal to Dubai, je vous avais parlé un petit peu de mon histoire, même si j'avais omis quelques détails, notamment une petite partie bien sympathique sur parce que c'est un commentaire qui me l'a rappelé, et je lui avais dit justement que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On va peut-être pas en parler dans cette vidéo, peut-être, on verra d'où ça nous mène. Je vois déjà que je commence à m'égarer, donc on va très probablement s'égarer à en parler. Mais ouais, il y avait quelques parties dans mon histoire qui étaient assez intéressantes et dont j'aimerais qu'on parle, mais là notamment j'aimerais qu'on se focus sur qu'est-ce que ça veut dire véritablement vivre du trading. Donc comme je vous l'avais expliqué, quand je suis parti à Malte en tant que trader indépendant, pendant 6 mois et pendant même plus d'une année, le trading était ma source de revenus principale, mais surtout c'était la seule source de revenus qui était assez conséquente pour être considérée comme une source de revenus. Quand j'ai commencé la création de content, en fait pendant plus d'un an, parce que quand j'ai commencé la création de content, j'associe ça directement à la vente aussi des programmes, mais en réalité, quand j'ai commencé à créer du content, je vendais rien du tout. Donc en fait, pendant plus d'un an, le trading est resté ma source de revenus principale, et j'aimerais vous parler un petit peu plus de cette période. Qu'est-ce que ça implique d'avoir uniquement le trading comme source de revenus principale? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de vivre uniquement du trading et de faire du trading son métier? Parce que pour beaucoup, c'est votre objectif. Pour beaucoup, c'est ce vers quoi vous allez tendre. Donc j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus en détail. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop par quoi commencer. Je pense que je vais reprendre l'histoire du début et puis petit à petit, je vais rentrer un peu plus dans les détails sur qu'est-ce que ça implique concrètement de faire du trading son métier sur le très long terme et pourquoi c'est pas une option que moi j'ai décidé de choisir. Donc quand j'arrive à Malte, 1er janvier 2022, il me semble, 1er janvier 2022, donc 3 ans, j'arrive à Malte et j'ai un capital donc de 20 000 euros. Capital de 20 000 euros, j'ai déjà des performances qui sont positives, une stratégie qui est rentable et qui me rapporte sur le long terme, et j'ai un capital qui est assez conséquent pour me faire au moins 1000, 2000 euros par mois, sans risquer beaucoup, sachant que c'est déjà des belles performances d'aller faire 1000, 2000 euros par mois avec un compte de 20 000 euros, c'est déjà très propre. Donc je commence à scaler et je commence à gagner mes premiers euros, mes premiers vrais euros, on va dire, avec le trading, parce que c'est pour la première fois
que je peux considérer, je peux dire que je suis devenu officiellement un trader indépendant parce que je vis grâce au trading, contrairement où les années précédentes, je faisais que me former, je prenais des trades à droite à gauche, etc. Mais j'étais pas dépendant grâce au trading. Et quand je suis arrivé à Malte, j'ai commencé à vraiment prendre mon indépendance grâce au trading. Donc je suis devenu officiellement, entre guillemets, un trader indépendant. Enfin, du moins, j'ai pu le dire pour la première fois, j'étais devenu trader indépendant. Donc, à partir de cette période, les choses se simplifient pour moi, mais très rapidement, je me rends compte que c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. En fait, c'est ouf parce que je me forme au trading pendant 4 ans. Ouais, même plus, j'avais commencé fin de mes 15 ans le trading. Donc début, on va dire à 16 ans, début de mes 16 ans, je me forme pour 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'arrive à Malte, j'avais à peu près 21 ans ou 20 ans, je sais plus, bref, j'étais entre les deux. J'arrive à Malte, je fais du trading pendant 6 mois. Je commence à faire de ma source revenu, comme je vous ai dit, principale du trading. Je fais mes premiers retraits, etc. avec mon compte de 20 000 euros, je suis trop content et tout. Et très rapidement, je me rends compte que je ne me projette pas en fait avec le trading, que je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Et que je suis même sûr de ne pas vouloir faire ça sur l'année prochaine. C'est ouf. Je me forme pendant 4 ans et quand j'y arrive, je me dis qu'en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais vous parler un petit peu de mon histoire et ensuite on va parler concrètement de ce que ça implique de manière générale pour que vous puissiez vous aussi vous projeter. En fait, pourquoi je me dis que j'ai pas envie de faire du trading mon métier toute ma vie? Parce que c'est quelque chose de trop passif. Et quand, en fait, le paradoxe du trading, c'est que c'est un métier qui est très facile une fois que, c'est bizarre de dire ça, mais une fois que vous êtes trader indépendant et que vous avez vraiment tout setup qui est en place, que la psychologie est bonne, que vous avez une bonne stratégie qui vous rapporte des performances, qui est prouvée, testée, et que vous le faites déjà depuis 1 an, le trading devient très très simple. Aujourd'hui, le trading, ça me prend très peu de temps dans ma journée et c'est une activité qui me rapporte de l'argent facilement. Disons les termes, ça me rapporte de l'argent facilement. Ce qu'il ne faut pas sortir de la phrase de son contexte non plus, parce que derrière, il y a 4 ans où ça a été très très dur, où il y a eu des phases qui m'ont mis vraiment au fond, parce que je vous assure que quand vous vous formez, contrairement à tous les autres business, le trading c'est pas du cash flow, en tout cas au début, parce que contrairement à quand vous lancez la vente des programmes, quand vous lancez des side business, quand vous faites de l'OFM, du dropshipping, de l'e-commerce, etc., bon, si au bout d'1 an ça paye pas, c'est peut-être que c'est pas fait pour toi et c'est sûrement que tu fais de la merde et que c'est pas fait pour toi. Le trading, c'est pas le cas. Le trading, c'est normal de pas faire d'argent la première année. C'est normal de pas faire d'argent la deuxième année. La troisième année, tu commences à te poser des questions. Je vous le dis avec le recul, c'est normal aussi de pas faire d'argent la troisième année, ça peut prendre plus de temps. Mais quand tu te formes à un domaine pendant 3 ans et que ça te rapporte zéro, et surtout que tu te formes jour et nuit, etc., les gars, je vous assure qu'il faut avoir les reins solides parce que psychologiquement, ça peut vraiment te mettre dans des downs très très bas, surtout que le trading, en termes de business, c'est le pire business pour savoir concrètement quand c'est que tu es lancé, parce que du jour au lendemain, tu peux te prendre des claques par le marché qui va te dire qu'en fait, t'as rien compris, en fait, t'es encore très très loin d'y arriver, quand bien même tu pensais que t'étais sur le point, que ça y est, parce que je pense que vous êtes très très beaucoup à être dans cette phase justement, et je m'en souviens parce que c'était une longue phase où tu te dis, et puis généralement à la fin tu t'es plus pigé, et généralement t'as pas besoin de te le dire quand tu y arrives vraiment, où tu dis bon, c'est bon, j'ai enfin réussi, ça y est, j'ai une stratégie rentable, c'est bon, les choses vont enfin marcher, et en fait tu te rends compte que non, et tu fais encore des changements, etc. Et ça c'est une période qui est très très longue, et qui te met psychologiquement enfin qui peut te mettre en tout cas psychologiquement très très bas. Donc dans cette période, quand j'arrive à Malte, je me rends compte très rapidement que j'ai pas envie de faire du trading mon métier. Pour terminer ce que je disais, pourquoi? Parce que, en fait, quand on fait du trading, quand on est trader indépendant, on a quand même cette flamme de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on a envie de créer des choses, on a envie de s'élever toujours plus, on a envie d'évoluer, de scaler. En tant que trader indépendant, cette flamme, on l'a. Comme tous les entrepreneurs qui vont se lancer, que ce soit dans l'e-commerce, l'OFMIA, etc., on sent qu'on a quelque chose de plus en nous, dans le sens où on le voit en fait avec les gens qu'on côtoie habituellement, que ce soit au lycée, etc. Nous, il y a quelque chose qui nous pousse à aller chercher beaucoup plus. Il y a des gens qui ont cette mentalité, mais qui n'ont pas la discipline de le faire, ou alors qui n'ont pas cette... j'aime bien appeler ça une flamme, parce que pour moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est quelque chose qui est en toi et qui te pousse à vraiment faire plus, à aller scaler, à vouloir chercher toujours mieux, etc.
Et en trading, on l'a. Et en fait, en trading, très rapidement, on se stabilise. Quand on stabilise en tout cas la situation, même si ton capital, lui, a amené à évoluer, mais en fait, tu n'as pas vraiment l'impression d'évoluer. C'est-à-dire que c'est juste un chiffre qui augmente en fait sur ton compteur, mais concrètement, tu fais rien. Tu mets rien en place, tu crées pas d'équipe, tu crées pas de content, tu crées rien en fait de manière générale. C'est juste, tu prends des trades, tu as un capital qui augmente et tu retires. Je disais, le paradoxe du trading, c'est que nous, les traders indépendants, on a la mentalité d'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on s'est tous lancés dans le trading avec l'objectif d'aller scaler pour faire toujours plus, etc., de créer, de monter des équipes, pas forcément de monter des équipes, mais bref, en gros, d'évoluer dans tous les cas. C'est-à-dire d'avoir une structure et de la développer pour aller chercher beaucoup plus. On a cette mentalité-là en tant que trader indépendant. Comme les gens qui vont se lancer dans l'e-com, comme les gens qui vont créer leur propre business, que ce soit physique, en ligne ou peu importe, on a une flamme à l'intérieur qui nous pousse à aller faire toujours plus. En trading, on a cette mentalité. Sauf qu'en trading, quand tu te stabilises, c'est vraiment très très stable. Ça veut dire que tu as un capital, tu as une stratégie, tu as ta psychologie et tu as juste à t'en tenir à cette stratégie pour concrètement faire augmenter un chiffre sur un compteur. Et pour moi, c'était pas assez. En fait, quand j'ai commencé à me stabiliser avec le trading et que c'est vraiment devenu mon métier, je me suis rendu compte que c'était très très passif comme métier dans le sens où tous les jours j'avais ma petite routine, c'est-à-dire que je trade des 2 heures par jour en moyenne, je vais prendre ma position, je vais encaisser, dès que j'ai besoin je vais retirer sur mon compte bancaire et c'est tout. Dire qu'en fait concrètement quand vous êtes trader indépendant, c'est tout ce que vous avez à faire sur vos journées. Alors au début ça peut faire rêver parce qu'on se dit putain mais ça veut dire qu'on peut gagner beaucoup en travaillant pas beaucoup sur le long terme, mais quand on a cette flamme d'entrepreneur, il y a un truc qui nous pousse à ne pas uniquement se contenter de ça et de faire quelque chose de notre temps libre. Donc très rapidement, j'ai commencé la création de content, j'ai commencé à développer mon fonds spéculatif, j'ai commencé à développer mon programme, j'ai commencé à développer des side business parce que très rapidement, je me suis dit, c'est un business de... le trading, c'est un business de retraité en fait. C'est-à-dire quand tu n'as plus la force ou plus le temps ou plus l'envie de faire des choses, quand tu trades, tu es au maximum parce que tu vas prendre tes positions, etc. Et sauf que pour nous, pour la majorité qui sont jeunes et qui ont encore toute la vie devant eux, nous on a envie de créer en fait. Enfin en tout cas pour moi c'était comme ça que je le ressentais, j'ai envie de créer, j'ai envie d'échouer, j'ai envie de risquer, j'ai envie de perdre, j'ai envie de regagner, de monter des structures, etc. Et le trading c'était pas assez, le trading c'était trop stable, ça me laissait trop de temps libre et c'est ouf parce que d'un autre côté, quand on n'est pas dans le business et quand on n'y est pas vraiment, on se dit que c'est le rêve absolu en fait, le trading de venir faire des grosses sommes sans travailler beaucoup, de scaler un capital alors qu'on va vraiment travailler très très peu une fois qu'on a mis tout le travail évidemment derrière, je le précise à chaque fois parce que le trading c'est pas peu de travail pour gagner beaucoup, c'est 4 ans d'acharnement où vous n'allez pas être payé pour ensuite arriver à un stade, si vous persistez, où vous allez être beaucoup plus stable, où vous allez scaler tranquillement vos comptes, etc. Et c'est là où ça devient beaucoup plus facile. Et personnellement, au fond de moi, et c'est drôle parce que je le connais, maintenant pour côtoyer un petit peu ce milieu, j'ai rencontré plein de traders indépendants et c'est ouf parce que c'est pareil pour tous. J'ai jamais rencontré un trader indépendant qui m'a dit moi je fais uniquement du trading sur le forex et sur les marchés, tu vois. Je fais uniquement du trading sur les marchés, c'est tout. C'est ma seule source de revenus, je vis uniquement de ça. Et pourtant, j'ai connu des traders qui étaient très performants. J'ai connu des traders qui étaient très très performants. Moi-même, j'ai des très bonnes performances sur les marchés, mais le trading, c'est pas assez. Le trading, c'est pas assez parce que c'est trop lent, c'est trop stable, ça te permet pas de créer, ça te permet pas de te développer en tant que personne. Dire, ça te permet pas de prendre d'expérience dans le futur comme quand tu vas créer un business, que tu vas faire tes premiers recrutements ou tout et n'importe quoi. Trading, ça te donne vraiment une situation qui est très stable. C'est ça la réalité de vivre du trading. Alors, il y en a pour qui ça va correspondre parfaitement et il y en a c'est ce qu'ils cherchent. Moi tu vois c'est peut-être aussi parce que j'avais pas forcément de passion à côté, dire tu vois mis à part le sport, il y a des choses que j'aime faire mais c'était pas assez pour combler tout le temps libre que me laissait et puis moi c'est créer, comme je vous ai dit, monter des business, c'est aussi une passion pour moi, je l'ai jamais vu comme un effort, pour moi c'est vraiment comme un jeu et j'adore faire ça. Donc le trading c'était pas assez pour moi et très rapidement je me suis rendu compte que je ferais pas ça toute ma vie ou que si je le fais toute ma vie, il me faut des choses à côté. Et c'est là que j'ai commencé dans un premier temps, d'ailleurs avant de commencer la création de content, etc. La première chose que j'ai fait, c'est développer mon fonds spéculatif. D'ailleurs, je vais en profiter du coup pour répondre à la question, parce qu'en vrai, en fait, je vous parle un petit peu de moi, mais c'est vrai que je ne peux pas forcément développer sur le sujet, parce que je pense que tout le monde va être différent vis-à-vis de ça, comme j'allais vous le dire. Il y a des gens pour qui cette situation du fait que c'est très très peu de travail qui vous permet de gagner beaucoup, ça va vous plaire et c'est ce qui vous correspond et vous pourrez vous projeter sur les 5, 10, 20 prochaines années uniquement en vous basant sur vos revenus encaissés grâce au trading.
Mais pour la majorité des gens, en fait, je suis quasiment sûr de pouvoir l'affirmer parce que tous ceux qui vont réussir dans le trading, vous avez une mentalité d'entrepreneur. Si vous vous êtes lancé dans le trading déjà de base, c'est qu'il y a des chances que vous ayez une mentalité d'entrepreneur. Et si vous avez la mentalité de persister pour réussir dans le trading, c'est sûr que vous avez une mentalité d'entrepreneur. Et si vous avez cette mentalité d'entrepreneur, vous n'arriverez pas à vous satisfaire uniquement de votre source de revenus du trading. Non pas parce qu'elle ne sera pas assez conséquente, non pas parce que ça ne sera pas suffisant, mais parce que vous aurez cette envie de créer plus, de faire plus, de vous planter, de développer des autres business, des nouvelles sources de revenus, etc. Et c'est à cette époque que, excuse-moi, j'ai les lèvres sèches, je suis rentré à Dubaï. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir derrière moi, appartement beaucoup plus modeste que celui que je pouvais avoir sur le Burj Khalifa. Mais c'est bien de temps en temps, c'est bien de redescendre et de ne pas vivre uniquement sur un nuage et de garder un petit peu les pieds sur terre. Là, je suis parti à JVC tranquille pour découvrir un petit peu le quartier, contrairement à Downton, ça change. Et bon, j'ai une belle vue aussi, mais on va dire que bon, dans tous les cas, c'était difficile de faire mieux que le dernier appartement. Et là, j'ai pris un tout petit appartement, c'est un studio, il y a 2 pièces, donc voilà, il y a la cuisine qui est juste à côté, il y a mon lit qui est juste à côté, derrière, il y a la salle de bain. Et des fois, j'aime bien aussi, on va dire que c'est même pas pour reprendre les pieds sur terre, c'est que ça me dérange pas. Ça me dérange pas en fait, je l'avais dit d'ailleurs, je l'avais précisé dans la dernière vidéo, moi vous pouvez me mettre un appartement avec une pièce, il y a tout dedans, ça fait 30 mètres, 20 mètres carrés, pour moi ça me suffira très bien. Donc parfois c'est bien d'avoir du luxe, parfois c'est bien de revenir un petit peu sur les classiques et de pas oublier aussi d'où l'on vient, parce qu'à force de rester dans des villas comme on a fait en Thaïlande, à force de prendre des penthouses, des appartements avec des vues magnifiques et des 3 chambres alors qu'on est tout seul dedans, bon bah très rapidement on peut un peu déconnecter et oublier d'où on vient. Et moi ça me fait du bien des fois de redescendre et de me dire que bah, tu peux garder un train de vie beaucoup plus modeste et quand même être heureux, et quand même charbonner, et quand même faire tout ce que tu as à faire sans que ce soit un problème du tout. Bref, du coup, c'est à partir de cette époque que j'ai développé mon fonds spéculatif. À partir de là, il y a des anecdotes qui sont assez intéressantes parce que, en fait, comme quelqu'un l'avait précisé en commentaire dans une précédente vidéo, à cette époque, c'est vrai que le modèle des propres firmes et des financements de compte était beaucoup moins connu en France, en tout cas, que ça l'est actuellement. C'était beaucoup moins développé, on ne savait pas si c'était vraiment sérieux, et dans tous les cas, de manière générale, quand j'étais à Malte, j'ai même pas souvenir d'encore connaître le système des propres firmes, parce que les propres firmes, ça a vraiment explosé il n'y a pas très très longtemps, c'est il y a vraiment quelques années, mais en vrai, quand moi j'ai commencé le trading, bah, c'était très très peu connu en fait, hein, les propres firmes, et on ne savait pas si c'était legit, et d'ailleurs il y a eu beaucoup d'histoires avec les premières propres firmes. Donc les propres firmes, c'était pas que c'était pas une solution, mais c'était tout simplement que je connaissais pas, que j'étais pas assez renseigné sur le modèle des propres firmes. Donc quand j'ai créé mon fonds spéculatif, bah, je suis allé démarcher mes propres investisseurs. Alors là, pour ceux qui sont dans mon programme, vous connaissez déjà cette partie de l'histoire, parce qu'au début, bah, j'ai des performances qui sont intéressantes sur les marchés, et je commence à faire du trading MAM, ce qu'on appelle du trading MAM, donc c'est de la gestion de fonds, c'est du multi-account management. Quand vous commencez à faire du MAM, soit vous avez déjà une grosse audience et c'est facile pour vous derrière de récupérer des personnes qui vont poser dans votre fonds spéculatif pour que vous puissiez trader avec leurs capitaux, soit vous avez juste des bonnes performances et alors vous allez dire à votre ami de venir poser son argent, à votre famille, machin, pour faire fructifier leur capital, et puis en même temps vous avez un pot commun, donc vous pouvez partager avec un capital plus conséquent et c'est intéressant. Soit vous êtes comme moi, vous n'avez pas d'audience, vous avez une famille mais elle n'est pas forcément prête à poser, ou alors elle est prête à poser mais c'est des petites sommes et pour moi c'est pas intéressant, surtout que ça reste quand même un métier à risque et donc j'ai pas envie de faire prendre ces risques à ma famille. Donc vous devez vous démerder avec ce que vous avez. À l'époque j'habite à Malte, je suis un petit con de 20 ans, comme encore aujourd'hui je suppose, enfin en tout cas je le dirai dans quelques années, et la seule chose que j'ai, c'est ma bite et mon couteau pour aller démarcher mes propres investisseurs. Je me dis, ok, je suis à Malte, le pays est très petit, on sait que c'est un paradis fiscal, je croise forcément des mecs qui sont multimillionnaires à tous les coins de rue sans vraiment savoir, enfin du moins à certains coins de rue sans le savoir. Donc qu'est-ce que je fais à cette époque-là, et je vous conseille vraiment pas de le faire parce qu'aujourd'hui encore une fois il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples, notamment les propres firmes. Les propres firmes, évidemment que je serais passé par des propres firmes si je connaissais ça et si c'était beaucoup plus développé à l'époque. Si on serait aujourd'hui par exemple, j'aurais jamais fait ce que j'avais fait à l'époque, surtout qu'en termes de temps et de financement c'est beaucoup moins bénéfique que les propres firmes. Donc à l'époque qu'est-ce que je fais? Bah, je me mets à rechercher des investisseurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à contacter des agences immobilières pour des biens de luxe à
4 millions, 5 millions, des yachts, des maisons, des villas qui sont à vendre, etc. Et je me fais passer pour un trader indépendant qui a fait beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie, etc. Et j'explique. Je sais pas si c'est bien de refaire toute l'histoire, je l'avais déjà raconté dans mon programme, mais en fait, c'est quelque chose que j'avais jamais raconté en vidéo parce que je me suis dit, dans tous les cas, les gens ils vont pas me croire et ça va me traiter de menteur et tout ça. Donc, bon, croyez-moi, me croyez pas, j'en ai rien à foutre. Bon, en vrai, j'ai des captures d'écran, j'ai encore les messages. Donc, mais d'ailleurs, je crois que je sais pas si je l'avais raconté dans ma VSL, mais non, je crois je l'avais jamais raconté. Mais bref, si jamais personne me croit, les gars, venez sur Insta et je vous envoie les captures d'écran de tous les messages que j'avais des agents immobiliers, des propriétaires avec qui je me suis mis en contact, etc. Et bref, à l'époque, je me fais passer pour un jeune millionnaire, multimillionnaire, qui a réussi dans la crypto, qui a fait beaucoup d'argent parce qu'à l'époque, c'était la fin du premier bull run. On était sur un bull run, mais on avait déjà connu un gros premier bull run aux alentours des 50-60, je crois. C'était là où le deuxième vrai bull run s'était arrêté. Ouais, 70 à peu près. Et je me fais passer pour un mec qui a fait des millions dans la crypto, un trader indépendant qui est en train d'ouvrir son fonds spéculatif, etc. Et bref, au début, ça je le précise pas forcément. La première fois où je le précise, c'est quand je me suis mis en contact avec un agent immobilier et que je le rejoins pour prétendre acheter, enfin du moins visiter la maison, la villa que je prétendais vouloir acheter. Donc c'était très drôle parce qu'à cette époque, j'habitais dans un appartement miteux et il m'a proposé de venir me chercher. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à un hôtel qui était un peu plus connu juste à côté de chez moi qui s'appelait le Hilton Malta. Je dis ok, bon bah viens me chercher, je suis au Hilton Malta, je le précise pas forcément, mais je me suis dit bon, si je me fais passer pour un multimillionnaire, je vais pas venir le faire chercher dans la rue en bas de chez moi qui est complètement dégueulasse sur mon appart. Bon, si tu veux, t'as compris à 10 km que c'est un appart à 500 ou pas plus de 1000 euros pour le mois. Donc je décide d'être crédible. Je vais m'acheter des beaux sapes parce que moi à l'époque j'avais rien, je m'habillais jamais en chemise, en polo, etc. J'étais avec des habits vraiment de base, un petit peu comme j'ai maintenant. Et je vais au mall, je sais plus comment ça s'appelle à Malte, The Point, je crois. Je vais au mall de Malte. Je vais à Ralph Lauren et je casse mon portefeuille pour acheter des habits de marque, des habits un peu plus classe que ce que j'ai habituellement, et je lui dis de venir me chercher au Hilton Malta. Alors ça se passe en plusieurs jours, je vais acheter les sables, etc. Et je lui dis ok, bon bah demain je suis dispo, tu peux venir me chercher pour m'amener à l'appartement. Et il vient me chercher avec une Audi rouge. Je m'y connais pas trop en Audi, sûrement une R6 ou une R8, une Audi rouge magnifique. Il vient me chercher. Et déjà, je me souviendrai toujours de sa réaction, où quand il me regarde, il a les yeux grands ouverts, et il est choqué en fait de voir que je suis aussi jeune. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas la barbe et tout, bien qu'encore elle soit pas très poussée, à l'époque j'étais complètement imberbe. Donc il vient me chercher, il voit un mec qui a l'air d'avoir 18-19 ans, même pas, et il est choqué. Donc très rapidement, on monte, il me demande ce que je fais dans la vie, etc. On commence à blablater. D'ailleurs, anecdote incroyable que j'avais précisé du coup dans la vidéo que j'ai faite pour mon programme, cette personne-là était un ancien trader indépendant spécialisé sur le marché des devises en institution. Donc vraiment hasard de fou. Le truc c'est qu'à l'époque, bon, ça m'a même pas tant servi que ça parce que j'ai pas pu trop te poser de questions, etc. Parce que mon anglais à l'époque était encore plus éclaté, même qu'en vrai j'allais dire que maintenant, mais en vrai maintenant je suis quasiment on va dire que je suis quasiment au max niveau anglais, donc il n'est pas éclaté, mais à l'époque en tout cas j'étais très très mauvais en anglais, donc j'ai pas pu beaucoup discuter avec lui. Tout de même j'avais des bases, donc on parle un petit peu de mes business, et donc je lui explique du coup que je suis trader indépendant en crypto, que je fais beaucoup de crypto-monnaie, que je suis trader indépendant et que je suis en train de monter mon fonds spéculatif, que je suis arrivé à Malte récemment, que je cherche à acheter une propriété pour m'installer ici, pour développer ma structure, et que je recherche mes premiers investisseurs. Enfin, du moins, non, que je cherche je lui dis pas comme ça, je lui dis pas que je recherche mes premiers investisseurs, je lui explique que je cherche à faire des contacts, tout simplement. Et alors, vient le moment de la visite. En fait, ce qui est ouf, c'est que à l'époque enfin, quand il m'amène, c'était à l'époque, il m'amène à la villa, je rencontre le propriétaire, etc. Les agents immobiliers ne peuvent pas vous passer les contacts des propriétaires pour pas qu'ils prennent le risque que vous fassiez le deal hors agence et qu'eux, ils ne prennent pas leur commission. Donc, à l'époque, moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était passer par les agents immobiliers pour mettre en contact avec les propriétaires que j'allais rencontrer pour leur villa, etc. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que la majorité des contacts, je les ai eus de par les agents immobiliers. En fait, c'est un système qui est incroyable pour trouver des investisseurs ou même pour networker, même si en vrai, pour networker, pour vraiment networker, c'est pas forcément une bonne solution parce que vous partez quand même sur une base d'un mensonge, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément multimillionnaire, donc si vous partez de là et que vous rentrez dans des cercles, etc., bon ça c'est vous et votre conscience, hein, j'ai envie de vous dire, c'est vous et vos projets, mais pour networker, pour vraiment développer des relations avec les gens, c'est pas forcément la bonne chose. Là, en l'occurrence, c'était pour trouver des investisseurs. Et je fais la visite du coup de la première villa, pareil, le mec est choqué, on parle un petit peu, il me fait faire le tour, etc. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, en fait, il faut bien comprendre qu'à cette époque, moi, je sortais d'un monde où la vie, c'était
t'avais ta maison, t'es chez tes parents, t'as ta petite chambre. Quand tu sors, c'est pour aller dans la villa avec tes potes. Sinon, la majorité du temps, c'est pour aller au lycée, etc. Et toute ma vie, c'était ça. J'ai pas beaucoup vécu, en fait, hein, avant mes 18 ans. Pendant les vacances, on a fait quelques petits trucs à droite à gauche, mais en vrai, j'ai pas beaucoup vécu. Et pour moi, la vie, c'était ça. Et là, j'arrive dans un nouveau monde, un monde où il y a beaucoup d'argent. Et je me souviens que la première visite de la première villa, j'étais comme un fou. J'avais envie de lui dire, mais mec, t'es un ouf de vivre dans ça, putain, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois, j'ai envie de lui dire, mais apprends-moi. Et je devais me retenir, putain, mais les gens, ils vont me traiter de mytho dans cette vidéo, je vais passer pour le Oussama Hamar du trading, pourtant, je jure que c'est 100% vrai. Et d'ailleurs, les gars, cette méthode, je suppose qu'elle est encore faisable aujourd'hui, mais je ne suis pas responsable des conséquences de vos actions aujourd'hui, ok? Donc bref, je visite la villa. Et en fait, j'ai envie de prendre des vidéos, je suis choqué en fait, je me dis putain, mais il y a des gens qui vivent dans ça quoi. C'est-à-dire, c'était une villa avec une piscine de malade avec une vue sur tout Malte, c'était dans les hauteurs de Malte, t'avais une salle de jeu en bas, t'avais des flippers, le mec avait des setups de gaming partout dans sa salle de jeu avec plusieurs écrans et tout ça. J'étais en mode, mais mec, putain, mais ouais, mais le premier appart que je visite, je sais plus, je crois que c'était le premier appart que je visite. Et le premier appart que je visite, c'était pas le propriétaire qui était là, c'était un manager de la propriété. La deuxième villa que j'ai visitée, je dis des apparts mais c'était des villas, le deuxième appart que j'ai visité, deuxième villa que j'ai visité, là c'était le propriétaire et c'était un mec qui était architecte, etc. C'était une villa déjà un peu plus modeste même si elle était incroyable. C'était ouf parce qu'elle était vraiment aménagée, tu sentais que le mec était un architecte dans la manière dont c'était fait. Il avait fait par exemple l'angle de sa maison sur le toit, pile au-dessus de sa piscine, il nous expliquait qu'il avait fait ça pour qu'on puisse sauter de son toit jusqu'en bas de sa piscine. En bas de la piscine, tu avais une vitre qui donnait sous un étage de la maison et tu avais un étage où tu pouvais voir en fait dans la piscine, etc. C'était vraiment trop stylé. Et bref, sur la première villa que je visite, j'étais comme un fou parce qu'en fait, elle était magnifique. Et il n'y avait pas le propriétaire, et l'agent immobilier il m'explique que c'est une personne qui est assez âgée, qui vivait ici avec ses enfants, qui sont très très peu maintenant à Malte, qui sont retournés en Italie ou je sais plus où, mais que bref, en gros, ils viennent quasiment jamais ici. Et c'est ouf parce que le mec ouvrait les tiroirs pour me montrer, je sais plus pourquoi, ouais si, à un moment il ouvrait les tiroirs, il me faisait présenter la cuisine, etc. On arrive dans la chambre, il me montrait tout, et je vois mais des dizaines et des dizaines de trucs de marque, du Louis Vuitton, vraiment, il y avait de tout et de tout. Et je me dis, putain, mais les mecs, ils en ont rien à foutre. En fait, ils ont de l'argent, ils savent plus quoi en faire. Et moi, je vois ça, et je découvre ça. Enfin, pour la première fois de ma vie, je vois des villas, des trucs de luxe qui servent à rien du tout, qui sont posés là, qui sont quasiment abandonnés ici. Et je pense que c'est aussi une période importante de ma vie parce que ça m'a ouvert de nouvelles portes psychologiquement, dans le sens où j'ai commencé à découvrir vraiment ce que c'était. Parce que c'est bien de voir les choses derrière l'écran, mais quand on le voit en vrai, ça vous débloque vraiment des portes et vous vous rendez compte de beaucoup de choses quand c'est devant vous plutôt que derrière les écrans, même si en vrai je savais que déjà que ça existait, mais là quand tu le vois en vrai ça te met vraiment une claque. Et voilà, je visite la villa, un villa incroyable, je me retiens d'avoir des réactions de fou à chacune des pièces qui passent parce que bon, je suis censé être un mec qui a beaucoup d'argent aussi, donc ça doit être un petit peu habituel pour moi aussi, donc j'essaye de rester crédible. Et on fait le tour de la villa. Bon, au final, voilà, je lui explique que je vais réfléchir, etc., qu'elle est intéressante, je prends des photos, tout ça. Et quand on reparle un petit peu de business, il me parle un petit peu de crypto-monnaie, d'ailleurs c'est drôle parce qu'il me montre un portefeuille, il me dit ouais, j'ai investi un petit peu à Jean Immobilier hein, déjà, alors c'était pour une agence qui s'appelle, bon, je vais pas citer l'agence parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, et puis en plus c'est des gens avec qui je suis encore en contact maintenant, et, vu que je vais bientôt me réinstaller à Malte. Donc bref, je vais pas citer l'agence, mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, il me montre, comme on parlait de crypto-monnaie, il me montre son portefeuille, il me dit ouais, j'ai posé un petit peu machin, il y avait genre 70 000, c'était quasiment tout ce que j'avais posé, mais moi ça représentait tout pour moi. Et lui me dit ouais, j'ai juste posé comme ça, machin. Donc je regarde un petit peu ses crypto-monnaies, je lui dis ce que j'en pense, je lui donne quelques conseils, etc. Et donc je lui explique du coup que je cherche des contacts, parce que moi je suis en train de monter mon fonds spéculatif, etc. Et il me donne 3 contacts. Il me donne le contact d'un avocat fiscaliste à Malte, que j'ai jamais contacté, le contact en lui-même ne m'a jamais servi. Il me donne le contact d'un mec de mon âge qui est assez connu sur les réseaux. Alors c'est une sorte de... on dirait que je parle d'un objet. C'est un mec qui est un peu dans le style de teuffer. Mais à l'américaine. C'est vraiment un teuffer américain, il n'est pas hyper connu au States, etc. Mais il me dit c'est un mec dans l'e-gaming, il a ton âge, vous allez bien vous entendre, etc. Donc il me passe son contact. Et d'ailleurs ce mec je l'ai contacté, directement il m'a proposé d'aller boire un verre, il m'a dit ouais mec viens on se capte, on va boire un verre, etc. C'était un anglais et à l'époque je ne suis jamais allé. Parce que le troisième contact qu'il m'a passé,
pareil, le mec je le contacte, et ça pour le coup j'ai encore tous les messages, je lui envoie un message, je lui dis machin, c'est Nana qui m'a passé ton contact, il m'a dit que tu travaillais dans l'e-gaming parce qu'en gros lui c'était son business, alors il y a beaucoup de gens dans l'e-gaming à mal, donc dans le poker, les jeux en ligne, etc., les casinos et tout ça, et lui c'était un mec qui avait une agence de mise en relation entre les créateurs de contenu et les casinos de Malte, enfin en tout cas les business de e-gaming à Malte. Et ce mec gagnait très très bien sa vie visiblement vu qu'il habitait à The Lagoon, à Malta pour ceux qui connaissent. Donc c'est des appartements, pour vous donner une idée, t'en as pas un qui coûte en dessous de 5 000 euros au mois, au moins, parce que là sachant qu'il vivait à 3 dedans, donc sur un chambre c'est 5 000 euros au mois, donc pour du 3 chambres on ne doit pas être très loin de 10 000 euros. Puis en plus de ça, c'est un lagon qui relie tous les appartements, etc. avec une piscine commune. Franchement, l'appartement, la résidence est incroyable. Je pense d'ailleurs que la prochaine fois que je vais aller à Malte, je vais me prendre un appartement là-bas en fonction de ce que je trouve. Et bref, cette personne-là, je le contacte, je lui envoie un message, je lui dis écoute, c'est machin qui m'a envoyé ton contact. Il m'a dit que tu travaillais dans les gaming, que tu avais une agence de mise en relation, etc. Est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre pour discuter? Je sais plus exactement ce que je lui envoie, je pourrais retrouver les messages. Je vais pas le faire maintenant, mais je vous mettrai une capture d'écran juste à côté. Et je me souviens que premier message qu'il m'envoie, et c'est bien parce que moi je découvre en même temps ce monde du business et j'apprends en fait à chaque fois, je me dis ok les gens en fait ici ils parlent pas par message, c'est vraiment dès que ça parle un peu de network, business etc, c'est vas-y bah ok on perd pas de temps, viens on se capte, on boit un verre et comme ça on voit direct c'est un truc à faire. Premier message qu'il m'envoie, il dit frérot ce soir il y a un match de foot, viens on va boire un verre à la maison, on va inviter quelques personnes et tout, ça va être cool. Et là mon gars, mon niveau de pression, il passe du tout au rien parce qu'en fait pour moi, à ce moment-là, je joue un peu j'ai l'impression en tout cas de jouer ma vie. Parce que je me dis, ok, bah, c'est potentiellement une opportunité qui peut littéralement changer ma vie. Parce qu'en fait, il ne faut pas l'oublier, à la base, moi, j'ouvre mon fonds spéculatif, j'ai envie de commencer la gestion de fonds et c'est ma seule manière de me faire financer des très gros comptes pour lancer en fait mon fonds spéculatif tout simplement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de potentiels investisseurs intéressés, j'ai plus besoin forcément de passer par ces méthodes, mais bref, c'est pas le sujet. Il m'envoie un message, il me dit mec, viens à la maison, on passe boire un verre, il y a un match de foot, voilà. Donc, je vais là-bas et je dois encore avoir des photos, je vais vous mettre les photos. J'arrive là-bas à la résidence, il me donne le code du portail et j'ouvre la porte. Première voiture que je vois, c'est une Aventador, je crois que c'est une Lamborghini Aventador, verte pomme, magnifique. Et encore une fois, moi à Dubaï maintenant j'en vois tous les jours, donc ça me fait, je veux dire ça change rien, mais quand tu rentres dans le business et que tu vois ça, c'est mon gars, les nombres de portes que ça te débloque, et je pense que c'est aussi ce qui a contribué entre guillemets à ma réussite aujourd'hui, parce que, enfin à ma réussite, je suis encore loin de la réussite, mais en tout cas qui a contribué à m'amener là où je suis en tout cas, parce que ça te débloque beaucoup de portes et tu te rends compte à quel point il y a de l'argent à se faire dans ce putain de monde. Et quand tu vois ça de tes propres yeux, c'est différent de le voir, comme je dis, derrière les écrans. Vraiment, faut le voir pour le comprendre. Et pour certains, c'est pas encore arrivé, pour certains, c'est déjà arrivé. Et pour ceux pour qui c'est pas arrivé, vous vous rendrez compte quand ça vous arrivera. Et première voiture que je vois, enfin, je rentre, en fait, première chose que je vois, c'est une Lamborghini magnifique. Et je me disais, ah ouais, ok. Donc, je vais en bas, je vois son appartement, et vraiment, le mec hyper sympa. Il y avait sa famille, il y avait ses enfants et tout. C'est ouf parce que le mec me connaissait pas du tout. Il m'a dit ouais non mais c'est Richard qui m'a passé ton contact, je te fais confiance, passe boire un verre à la maison, passe boire un verre à la maison et c'est ça. Et bah, on s'installe devant le match, tout ça, on commence à discuter, il fait venir pas mal de monde, il y a des gens de mon âge à peu près qui arrivent aussi. Il y a des mecs un peu plus âgés, ils se serrent la main, ils se connaissent déjà. T'as un mec qui revenait je crois que d'ailleurs il y avait un mec qui revenait de Dubaï. Et ce qui est ouf c'est qu'à l'époque quand j'étais à Malte, Dubaï, ça restait encore un petit peu un fantasme, en mode ouais, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui ont réussi, etc. Il y a un mec qui revient de Dubaï, donc je me disais, en fait, dès que tu voyais un mec qui habite à Dubaï, dans ta tête, t'étais en mode bon, c'est un mec qui a réussi, qui pèse, qui gagne beaucoup d'argent. Alors qu'en vrai, maintenant que j'y habite, je peux savoir qu'il y en a beaucoup qui sont ici et qui sont complètement brocs. Donc c'est pas forcément un achievement d'habiter à Dubaï, même pas du tout. Et on s'installe. Tranquille, on se pose, on boit un verre et tout ça. Encore une fois, n'oubliez pas qu'à l'époque, mon anglais était miteux, donc en fait, concrètement, ça n'a servi à rien. Ça n'a pas servi à rien en fait parce que bon, au-delà de tout, au-delà du fait que ça a débouché sur rien, parce qu'après alors j'ai rencontré un autre investisseur après que j'ai recontacté de la même manière et que j'ai revu quand même pour un rendez-vous plus affaires où là j'ai dû préparer mes premiers dossiers, mes premiers contrats pour le faire intégrer dans le fonds spéculatif, pour lui expliquer le projet, mes performances sur l'année, tout ça. Et là c'était beaucoup plus sérieux et ça m'a ouvert de belles opportunités. Et comme je vous l'ai dit, après je me suis fait un carnet de contacts qui est maintenant assez, enfin
pas intéressant, mais qui en tout cas me laisse l'opportunité de recontacter des gens directement par message pour qu'ils posent dans mon fonds spéculatif. Enfin bref, en tout cas pour la première et la plus importante rencontre, il s'est rien passé de très incroyable. Ça a débouché sur rien, parce qu'au final je ne l'ai pas revu après, il s'est rien passé. Je sais plus, alors en fait j'hésite parce que je sais plus si c'était lui que j'ai recontacté après ou si c'était le deuxième que j'avais vu. Mais dans mes souvenirs, cette personne-là, la première personne que j'avais rencontrée, il s'était rien passé après. Mais j'étais quand même content de l'avoir fait parce que non seulement j'étais sorti de ma zone de confort, parce que pour moi c'était un truc de ouf d'aller à un rendez-vous pour démarcher un investisseur pour mon fonds spéculatif. Je vous rappelle que moi je sors d'un monde où mon gars, il n'y avait rien, le business ça n'existait pas. Et quand tu passes du tout au rien, avec des lambeaux, avec des appartements à 10 000 euros au mois, des mecs qui tapent sûrement des très gros chiffres, des patrons d'entreprise et tout ça, et que tu as un rendez-vous avec un mec comme ça et tu lui dis bon bah ok, tu vas pouvoir parler de ce mec à ton business, et si tu arrives à le chauffer, c'est potentiellement un mec qui peut poser plus de 6 chiffres, tu vois, dans ton fonds spéculatif et littéralement changer ta vie. Donc pour lui, quand il te fait venir, bon bah c'est rien, tu vois, c'est juste un petit verre tranquille, mais pour toi c'est potentiellement ta vie qui est en train de se jouer. Donc moi mon niveau de stress il était au maximum, et déjà j'étais content d'être réussi, de passer au-dessus de cette pression, de sortir de ma zone de confort, et de me dire que malgré tout le stress que ça engendre, bah nique sa mère. Je le fais parce que c'est une opportunité qui est trop incroyable, et même si aujourd'hui c'est normal pour moi de le faire, parce qu'aujourd'hui dès que j'ai plus à gagner qu'à perdre, bah, je saisis toujours les opportunités, alors qu'à l'époque bah, j'étais plus drivé on va dire par mes émotions et mon stress que de par ce que ça pouvait me rapporter. Donc au final il se passe rien. Au final, on a juste passé un bon moment. Il m'a dit une phrase qui m'a marqué, et je me souviens encore de cette phrase. Il m'a dit, ici à Malte, on est comme une grande famille. Tout le monde se connaît et tout le monde prend soin des uns des autres. Il m'a dit à peu près ça en anglais, et ça m'a marqué parce qu'en fait j'ai compris que quand il disait ça, il parlait surtout des gens qui avaient beaucoup d'argent à Malte. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, tu vois, quelque chose aussi quand tu arrives à un certain stade dans le business que les gens de la classe moyenne ou qui n'ont pas forcément de business ne connaissent pas, enfin, en tout cas les gens de là où je viens ne connaissent pas, c'est l'importance du network. Il me fait très rapidement comprendre l'importance du network, et je vois à quel point pour eux c'est important. C'est des choses que j'avais jamais entendues, tu vois, à mon époque. Dire, les mecs qui me disent, bon, ici on se connaît tous, et ici on est comme, il m'avait dit ça, il m'avait dit mot pour mot, ici on est comme une grande famille. Et ça m'avait marqué en fait, parce que je me rends compte que quand tu arrives à un certain stade dans le business, ouais, bah, le network c'est vraiment quelque chose d'important. Et à l'époque je savais pas vraiment pourquoi, mais aujourd'hui maintenant, bah, avec tout ce qui s'est passé entre temps, je sais pourquoi. Et c'est pour ça que sur les dernières vidéos, et même sur d'autres vidéos, j'insiste beaucoup sur le fait que vous devez vous mettre en relation avec les gens, vous devez créer du contact, vous devez faire du network, parce que je sais maintenant à quel point ça peut vous ouvrir des opportunités, ça peut élargir votre état d'esprit, sur votre manière de penser sur beaucoup de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, comme je le disais, vous envisagez uniquement de faire du trading, mais peut-être que demain vous rencontrerez quelqu'un qui va vous exposer une idée, un business de SaaS, un fonds spéculatif, et peut-être que vous allez vous associer avec cette personne, ou alors peut-être qu'il va vous parler d'un nouveau business qui va plus vous plaire. On n'en sait rien, mais en tout cas le network c'est toujours une bonne chose, et c'est très très rare que ça vous apporte de la merde. Dans tous les cas, généralement les gens où il n'y a pas ce feeling, où il n'y a rien à faire, bah, c'est juste des gens de passage que vous allez plus revoir après. Donc généralement les gens que vous recôtoyez par la suite, bah, c'est des personnes qui peuvent aussi vous apporter beaucoup si elles sont dans le business. Donc le network c'est vraiment quelque chose de très très important. Et aujourd'hui, j'ai insisté beaucoup sur ça dans plusieurs vidéos, donc je pense que c'est même plus forcément intéressant, enfin même plus nécessaire pour moi de vous rappeler à quel point c'est vraiment quelque chose d'important. Ok. Donc bref, après ce premier rendez-vous, je revois du coup l'agent immobilier pour faire d'autres visites d'appartements. Et en fait ce qui est bien, bon je vais pas raconter tous les rendez-vous, hein, il s'est passé plein d'anecdotes entre temps, etc. Mais ce qui est bien en fait avec ce système quand vous démarchez des investisseurs ou vous cherchez à faire du network, c'est que les agents immobiliers, il faut savoir que c'est des personnes qui ont une liste de contacts qui est la plus grande de toute la ville, et surtout c'est pas n'importe quel contact, c'est des contacts de gens qui cherchent à faire de l'argent et des contacts de gens qui cherchent à faire de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent à vendre, il y a des gens qui cherchent à acheter, et en plus de ça, si vous vous dirigez vers pas des concessions, des agences immobilières de luxe, bah, c'est des mecs qui ont des contacts de propriétaires qui sont prêts à vendre des villas à 4, 5, 10, 15, 20, 50 millions, 100 millions, et des mecs qui sont prêts à acheter ce genre de villa à 4, 50, 100 millions. Donc c'est des gens qui ont des contacts qui sont très très intéressants. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous arrivez devant un agent immobilier et que vous prétendez vouloir acheter une villa à 50 millions, il a tout intérêt aussi à aller dans votre sens. Donc c'est une relation qui est mutuelle dans le sens où vous allez tous les deux autant vous apporter l'un que l'autre, parce que lui, il a un gros intérêt à marcher dans votre sens justement. Donc par exemple quand vous dites ouais, moi je cherche à faire des contacts, je suis nouveau en ville, etc. Bon bah lui il va vouloir vous faire plaisir parce que derrière il veut assurer aussi la vente. Donc c'est des contacts qui sont
très très puissant, les agents immobiliers. Je pense que dans la liste des contacts, dans la liste des personnes que vous voulez avoir en tant que contact, les agents immobiliers, c'est potentiellement les plus intéressants. Donc je revois ce mec, on fait plusieurs visites, etc. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à pouvoir développer mon fonds spéculatif, recruter mes premiers investisseurs et aussi que j'ai commencé à monter mon programme parce qu'en fait très rapidement je me rends compte que j'ai beaucoup plus intérêt à former des traders et que moi à côté je peux démarcher des investisseurs pour faire trader des traders qui vont trader dans mon fonds spéculatif, qui vont eux-mêmes démarcher leurs propres investisseurs, etc. et créer une structure qui est beaucoup plus grosse parce que dans tous les cas on reste dans cette logique du aller toujours faire plus. Et c'est pareil, j'allais pas me contenter de juste prendre 2-3 investisseurs, avoir un pot commun et trader avec un capital plus conséquent, comme le modèle des Propiums, donc avec des comptes financés, et reprendre le trading habituellement. Donc moi je voulais vraiment créer une grosse structure, et je veux encore aujourd'hui créer une très très grosse structure, donc une vraie société de gestion de fonds. Et ça a commencé comme ça. Encore Capital Management, ça a commencé comme ça, par des démarches plus ou moins douteuses qui m'ont permis d'aller trouver mes premiers investisseurs. Bon, aujourd'hui, comme je commence à avoir une petite notoriété, même si elle est minime, c'est beaucoup plus simple pour trouver des investisseurs, même des personnes qui vont poser beaucoup, parce que j'ai des performances qui sont croissantes sur le long terme, donc ça intéresse beaucoup de monde. Je vous assure que quand vous êtes en mesure d'aller faire du 40, 50% par mois ou du 60%, pas par mois, pardon, par année déjà, du 60% par an, vous avez un argument qui est très 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 puissant pour recruter dans un fonds spéculatif, pour trouver des investisseurs. Donc de là est né encore Capital Management, et de là est né les programmes, enfin du moins les formations vidéo, parce qu'à l'époque c'était des formations vidéo, aujourd'hui c'est un programme d'accompagnement qui est beaucoup plus complet, mais voilà d'où c'est né, parce qu'en fait le but premier de mon programme, comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, c'est avant tout de recruter des traders dans mon fonds spéculatif, donc de les faire intégrer le programme, de les former, d'en faire des traders indépendants et d'ensuite les recruter en tant que gestionnaire de fonds chez Encore Capital Management. Et le but à terme, c'est de créer une vraie société de gestion de fonds. Alors la structure est encore établie à Malte. Je vais retourner vivre à Malte l'année prochaine, très certainement, pour y monter une nouvelle société, pour plusieurs choses, mais parce qu'en termes de confort de vie, je me sens mieux à Malte qu'à Dubaï. Je veux dire, je me vois plus à Malte faire du long terme qu'à Dubaï. Je pense que je reviendrai très souvent à Dubaï, surtout pour l'hiver à Malte, qui est assez froid. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Je me suis un petit peu égaré du titre de la vidéo, vivre uniquement du trading. Je pense que dans tous les cas, au début de la vidéo, on avait fait un petit peu le tour. Je vous ai parlé surtout de mon propre ressenti et de pourquoi j'ai commencé à développer des side business et de pourquoi vivre du trading, enfin en fait pourquoi il y a très très peu de traders indépendants en vrai qui vivent uniquement du trading. Mais dans tous les cas, je pense que c'est propre à chacun. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs votre ressenti en commentaire vis-à-vis de comment vous le voyez. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre, ou alors est-ce que vous voulez vous servir du trading comme source de revenus complémentaire? Comment vous voyez un petit peu les choses vis-à-vis du trading? Parce que je suis très très curieux de voir si ma théorie sur le fait que, parce que ça reste une théorie, en vrai tout le monde est différent, mais ma théorie sur le fait que les traders indépendants ont tous une âme d'entrepreneur, donc aucun ne se satisfera, enfin, en tout cas très très peu se satisferont de uniquement la source de revenus du trading et de la stabilité que le trading va apporter. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir vos retours. Je vais vous poster cette vidéo, je vais pas faire beaucoup de montage, je vais faire 2-3 cuts. Alors je vais vous mettre du coup les images, les conversations, des captures d'écran. Et puis les gars, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Je vous invite à aller dans la description pour rejoindre le groupe Discord. Encore une fois, c'est pour le network que j'ai ouvert ce groupe Discord, donc avec que des traders indépendants. Je vous invite à le rejoindre, et je vous invite également à regarder la première vidéo qui est en description, donc le premier lien qui est en description, parce que c'est une vidéo justement dans laquelle je reprends tout mon parcours. Alors c'est pas une longue vidéo, c'est pas une vidéo comme celle-là, il y a un peu plus de montage, c'est plus dynamique, etc. Mais c'est une vidéo de 7 minutes qui est assez courte, où je reprends littéralement tout mon parcours et j'explique concrètement l'objectif du programme, pourquoi il a été créé, comment j'ai eu l'idée de créer ce fonds spéculatif, parce que ça aussi c'est une anecdote que je n'ai pas racontée dans cette vidéo. Bref, je vous invite à voir cette vidéo, premier lien en description, où je parle un petit peu moins en détail, mais de manière plus concise, de tout mon projet autour de tout ça, et de l'opportunité que ça peut vous offrir derrière, et de comment rejoindre le programme. Donc si ça vous intéresse, allez voir le premier lien qui est dans la description. Et puis les gars, moi je vous laisse ici, commentez la vidéo, likez, abonnez-vous. On se retrouve très très vite, je ne sais pas quand, vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo.